Ronde 3 du Cap d'Agde et on va fêter l'ouverture de mon adversaire. Il m'a joué l'ouverture de Magnus Carlsen en rapide, le coup ou blitz d'ailleurs, le coup B3 au premier coup, le début Larsen. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne avec ce que l'on devait jouer contre ce début Larsen ou le début orang-outan, parce que le début orang-outan avec B4 au premier coup, c'est un petit peu la même chose que B3 et je propose de reproduire le même système avec D5 et fou G4. Vous allez le voir avec l'échiquier, ça sera encore plus simple. Et voilà, pour fêter ce coup B3, je vous propose un petit cadeau. Vous irez chercher le lien en description, vous cliquerez dessus et vous aurez accès à mon fichier PGN que vous pourrez lire sur n'importe quelle interface de jeu comme chess.com par exemple. Et vous n'aurez plus qu'à dérouler. Ce fichier PGN sera encore plus complet que la vidéo YouTube et vous pourrez aussi la regarder et vous aurez tout sur B3 qui n'est pas le coup le plus joué aux échecs, mais si ça vous gêne, si vous avez envie d'en savoir plus, déjà regardez cette vidéo sur ma partie et vous allez comprendre pourquoi je vous fais ce petit cadeau, parce que la partie a été plus difficile que prévu, même elle a été assez exceptionnelle d'ailleurs sur ce sujet du coup B3, peut-être la plus belle partie que j'ai pu jouer depuis longtemps et c'est tout à l'honneur de mon adversaire. Allez, on y va directement avec la partie. Allez, on y va pour l'analyse de la ronde 3 du Cap d'Agde. Vous le savez, il y a une partie le matin, c'est la double ronde, c'est le deuxième jour de tournoi et c'est l'unique jour où il y a deux parties sur la même journée. Donc, faut pas se rater. Le matin avec les pièces blanches, ça s'était très bien passé alors que la veille, avec les pièces noires, j'avais gâché une belle partie en plein de side notes. Et mon adversaire, j'avais eu un petit temps pour me préparer contre Alexander Pak, un joueur à 2205 Elo. Et je savais que potentiellement, il pouvait jouer B3. J'étais pas hyper inquiet, il pouvait aussi jouer E4. Dans sa jeunesse, c'était un excellent joueur parce qu'il avait fait les compétitions internationales comme les championnats d'Europe, championnats du monde, joueur d'origine russe qui avait mis entre parenthèses les échecs à un moment pour se consacrer à ses études. En tout cas, un joueur fiable à plus de 2200. Et comme je savais qu'il pouvait jouer E4 ou B3, comme j'étais pas trop inquiet au niveau de B3, je me suis dit que j'allais me concentrer ma préparation sur E4. J'avais un petit temps, un quart d'heure, une demi-heure entre les deux rondes quand j'ai eu mon appareillement pour regarder. Et finalement, j'ai pas trop checké B3 en me disant, de toute façon, j'ai conseillé un super système sur la chaîne YouTube avec D5 et fou G4. S'il me joue B3, c'est ok, je joue ce système-là que je conseille à mes élèves d'ailleurs aussi, parce que c'est un petit système. B3, on l'a pas tous les jours, c'est l'ouverture de Magnus Carlsen, mais seulement en rapide, voire en blitz. Et du coup, il me joue B3, alors la confiance, je joue mon petit système avec D5, fou B2, fou G4. Vous le savez, ça empêche de jouer le pion E2 en E3 pour faire les fou B5 quand il y a par exemple C5. C'est un des thèmes. Et sur le coup classique cavalier F3, je vais pouvoir échanger le cavalier. Si vous n'avez pas vu ma vidéo YouTube sur le sujet, vous pouvez aller la regarder. D'autant plus que la partie va me faire compléter quelque chose que j'avais mis sous silence dans la vidéo d'ouverture. Pourquoi je mets certaines choses sous silence? Pour que ça soit plus digeste en matière de contenu. Mais là, j'ai décidé de ne pas me préparer parce que le temps me manquait aussi. Et quand il m'a joué F3, j'ai tiré un peu la tronche dans la partie. Vous le savez, la veille contre Laurent Maquet, j'avais pris une grosse attaque sur le roi, même si elle était sans doute incorrecte et j'aurais dû finalement réussir à la stopper net, alors que j'ai dans la partie contre Laurent donné quand même madame à un moment pour stopper le contre-jeu contre tour et pièce et j'avais des pions d'avance, mais j'aurais pu carrément garder le matos. Et ici, je vois l'histoire arriver, je me dis « Ah, ça c'est F3, c'est la variante chaude ». Parce que sur fou F5, il y a une sorte de gambit avec E4 qui a pour objectif, oui, de donner un pion. Dans la foulée, les blancs joueront des choses avec dame E2 et cavalier C3 pour faire un grand roc très tôt et profiter du sous-développement des noirs. Alors là, je me dis, j'ai pas trop envie de faire fou F5 parce que je me rappelle plus de la variante, très honnêtement. J'ai des bribes de souvenirs, ça ressemble un petit peu au Gambit Black Mardimer, de loin dans le brouillard, mais j'ai pas trop envie d'aller dans cette variante-là.
Alors je me dis pourquoi pas jouer fou H5, mais en fait sur fou H5 je me dis bah E4, pion prend E, il va me jouer la même chose avec dame E2 pardon et cavalier C3. Vraiment une position de gambit où l'adversaire espère que je vais à nouveau prendre et il va sortir rapidement ses pièces. Grand rock rapide, des positions très tendues et je me dis bon j'ai quand même là encore 250 points Elo à peu près d'avance sur mon adversaire. Je préférais une partie bien plate et B3 annonçait une partie plutôt coolos. Et finalement, mon adversaire, il joue une ligne théorique avec F3 qui est hyper agressive. J'ai même pensé dans cette position-là jouer fou C8. Fou C8, c'est extrêmement rigolo parce que on a provoqué un mauvais coup ici F3 qui est la sortie naturelle du cavalier et qui en même temps affaiblit le petit roc. Maintenant, dans cette position, récemment sur la chaîne, j'ai aussi fait une variante sur la bird. La bird, c'est F4 au premier coup. J'ai proposé une bonne ligne avec les noirs. Et là, tout simplement, pendant que je réfléchissais, c'est fou, hein, on est au troisième coup, je réfléchis déjà, ça commence bien. Je me suis dit, surtout la double ronde, il faut jouer assez vite, il faut jouer en confiance. Et là, je me suis dit, il va jouer F4 et il aura une bonne bird avec finalement le tempo des blancs, plus un autre tempo qu'il aura gagné. Et je me suis même pris à rêver un petit peu et à rejouer fou G4. Dans ma tête, j'ai regardé ça. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est trop de tempo. C'est une hollandaise inversée, hein, la bird, quand il y a D5. Et là, il y a B3 et fou B2 en plus. C'est quand même plutôt pas mal pour les blancs. Bon, allez, restons sérieux. On passe à la partie avec fou F5, coup naturel. Et je décide de rentrer dans la ligne prise E4. Voilà. Ici, mon adversaire ne se souvenait plus non plus, mais c'est une position qui est relativement facile à jouer avec les blancs, puisqu'on sait qu'il va faire dame E2 ou cavalier C3 et jouer pour le grand roc, et il va jouer très actif. Avec les noirs, ça coûte un peu plus de temps, parce que il est vrai que si l'on ne prend pas l'eau pendant les 20 premiers coups, on risque de se retrouver mieux sur le long terme. Mais attention, faut résister pendant les 20 premiers coups. C'est un peu l'histoire du gambit. Ou alors je relâche un moment la pression en rendant le pion. Peut-être que c'est possible aussi. Bref, mon adversaire dans cette position, il joue dame E2. Le coup le plus joué, c'est cavalier C3 quand même. Hein. Cavalier C3, c'est le coup à connaître. Il faut simplement répondre le très logique cavalier F6. Sur G4, on n'a pas trop peur. On a simplement fou G6. C'est tant pis. S'il fait G5, on aura cavalier D5. On rendra le pion dans de bonnes conditions, notre développement est tout à fait correct. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, les blancs font dame E2, avec des petites histoires de dame B5 échec et le pion qui peut être pris, donc cavalier C6. Là, j'ai pris en note la partie du grand maître Artemiev. Artemiev, j'aime beaucoup ce joueur russe qui, finalement, est plus de 2700 Elo, très calé en théorie. Il a gagné de très forts tournois. Je le cite pas mal. Bluebaum, Artemiev, c'est vraiment en matière de théorie à l'international avec Rager, des joueurs très forts. Et on a des joueurs français aussi très forts, bien sûr en théorie. Maxime Vachier-Lagrave, notre numéro 1 français, numéro 2 maintenant qui a Firouzja. Firouzja, c'est très intéressant les idées qu'il a. Bacro, on peut le citer aussi évidemment, et Jules Moussard qui a vraiment forci sur ce côté-là sur ces dernières années et donc a un Elo hyper fort. Et souvent, c'est intéressant de regarder ce que ces joueurs à plus de 2600 jouent en matière théorique. Souvent, c'est une belle barre pour vraiment voir des choses très correctes dans la théorie moderne. En tout cas, j'essaie de m'en inspirer à mon moindre niveau. Bref, donc là, KSC6, grand roc, cavalier D4, c'est la partie d'Artemiev. Finalement, il montre que dans un gambit, il ne faut pas se laisser faire et il faut jouer actif. Les coups piquants sont sortis, dame G2, E5, l'urgence de la position, sortir le fou F8. Et on a une position à peu près à l'équilibre. Oui, les blancs vont récupérer le pion, mais les noirs sont bien développés maintenant. Voilà sa partie. Sur cavalier F6, il n'y a pas que G4, il y a aussi F prend E4 qui peut être joué. Comme je disais, c'est complémentaire de la vidéo que j'avais pu faire sur le sujet. Maintenant, vous aurez tout. Au fur et à mesure de l'expérience, de toute façon, vous allez améliorer vos connaissances théoriques, mieux comprendre les fiches que vous apprenez des fois un petit peu trop par cœur, alors qu'il faut garder les idées clés. Quand je vous dis que vous le faites, moi aussi, j'ai tendance, une fois que j'ai ma fiche, l'ordinateur à côté, à être un peu trop dans le par cœur, alors qu'il faut essayer de retenir les idées clés. Comme ça, lorsqu'on est perdu, on va réussir à s'inspirer des idées clés. Alors que si on a appris les choses par cœur, quand on est perdu, on va essayer de se référer au par cœur et
on risque d'avoir des réactions trop stéréotypées ou inadaptées à certaines positions. Cavalier prend E4 joué, dans ce cas-là, cavalier prend E4 peut arriver, fou prend E4, dame E2 dans l'idée de grand roc, et là on ramène pas le fou, le meilleur coup c'est dame D5. C'est un coup de développement, on ne peut pas être chassé par cavalier C3, le coup naturel, C4 n'est pas très dangereux, et on pourrait jouer avec C6 et grand roc dans ce type de position. Magnifique position pour les noirs, ce n'est absolument pas ce qui s'est joué dans la partie, et je vais maintenant avancer dans le cœur de notre sujet. Mon adversaire a fait dame E2. Bon, je me rappelle plus de la théorie, en vérité j'aurais dû sans doute accepter de faire prise F3 et sortir mes pièces. J'ai préféré faire un coup de développement du côté petit roc pour roquer assez vite. C'est pas un mauvais coup non plus. Et j'avais quand même prévu quelque chose sur dame B5 échec qui attaque le roi et le fou. J'ai fou D7 et sur dame prend B7, fou C6. Oui, fou C6, il y aurait fou B5, pardon. Il y aurait fou B5, je vais le montrer d'ailleurs. Et j'avais prévu cavalier C6 à la place. Et je me dis, il ne peut pas aller chercher le pion B7, c'est-à-dire récupérer le pion et avoir un si gros retard de développement. Donc je montre ce que ça donne parce que l'adversaire, il me l'a joué dans cette position. Il m'a joué dame B5 échec et je trouvais ça incroyable. Et sur fou D7, dame prend B7, moi j'avais prévu mon petit cavalier C6 avec la dame presque enfermée. Attention, hein, ça commence à devenir très dangereux. Hein. J'ai des idées de A6 pour enfermer la dernière case, pour fermer le réseau de mat, échec et mat à la dame. Ça serait possible dans ce genre de position avec le coup A6 qui ferme la dernière case. Et puis après, soit tour B8, soit tour A7, à voir. Peut-être cavalier A5 même, si la case B4 est contrôlée, parce que ce serait dommage de la laisser partir cette dame. Donc, j'en reviens pas, mon adversaire, il vient de faire dame B5 et je joue fou D7. Ce qu'il avait calculé, c'est dame prend B7. Fou C6, un peu pâteau parce que c'est le coup logique, mais il y a fou B5, la contrepointe, et la dame s'installe en B7 sans pouvoir être chassée. Cette position sera assez intéressante pour les blancs avec cavalier C3 suivi de grand roc, toujours pareil. Très dangereuse pour moi. Et donc sur fou D7, je vois que mon adversaire il cogite. C'est très bizarre de jouer dame B5 échec et ensuite de cogiter sur fou D7. Tout simplement, il m'a avoué avoir oublié en fait l'idée cavalier C6. Et là, il a été malin, il a été pratique. Il a ramené sa dame en E2. Et il me dit, de toute façon, tu as fait fou D7, c'est pas non plus une merveille en termes de développement. Et si tu rejoues fou F5, comme tu es plus fort en Hello, je peux rejouer dame B5. Et à toi de voir si tu veux prendre la nulle. Voilà ce qu'il me raconte un petit peu. Donc, fou F5, je veux pas le jouer. On est ronde 3 du tournoi. Vous savez que j'ai déjà une demi-grosse contre-perf en ronde 1. Une victoire assez propre en plus le matin de cette double ronde en ronde 2. Donc, j'ai envie de continuer. Et là, je vois deux coups pour continuer. Soit je joue fou C6, je garde mon pion d'avance. Et j'ai vraiment envie pour sanctionner un petit peu mon adversaire qui a fait dame B5, dame E2 dans un gambit, c'est du jamais vu. Ou alors j'ai le coup sage cavalier C6, il me prend E4 et je joue E5, fou D6, petit roc avec l'avantage de développement. Cette position, elle est saine, elle est bonne sur cavalier F3, fou D6. Et pour l'avoir regardé, cette position, c'est même petit avantage noir à hauteur à peu près d'un demi-pion d'avance. Ça, c'était la réaction sage. Et comme mon adversaire, il vient de faire dame B5, dame E2, il m'a un petit peu chauffé, il a attisé ma curiosité, mon envie de le sanctionner. Et je pense que j'ai été inobjectif ici, j'ai décidé de placer mon fou en C6, de garder mon pion d'avance. Alors évidemment, il a joué cavalier C3 cette fois-ci. Je joue cette variante pour garder mon pion d'avance, parce que mon fou n'a rien à faire en C6, c'est juste que je voulais le garder, ce pion. Donc je fais prise F3, cavalier prend F3 pour cette position. Et finalement, je pense qu'en matière de développement, si mon fou avait été en F5, et que je joue une structure E6, C6, cavalier D7, un développement cohérent, c'est peut-être plus facile que cette position avec le fou C6 qui coince un petit peu mon cavalier B8, coince un petit peu mes pièces, et en plus il peut y avoir à terme des idées de cavalier E5. Je décide dans cette position que l'urgence de ma position, c'est de jouer le fou F8, E6, c'est logique. Et sur cavalier E5, forcément, je pourrais jouer un coup comme fou D6, tant pis, il me cravate ma paire de fous, mais j'ai quand même le pion d'avance. Il joue grand roc, pour moi c'est le coup le plus logique. Et là je sais pas trop, est-ce que je dois jouer fou E7, est-ce que je dois jouer fou D6, est-ce que je dois jouer fou B4?
Et je me dis, fou B4, c'est beaucoup plus malin parce qu'à tout moment, ça me permet, c'est pas ce que j'ai envie de faire en premier lieu, parce que ça doperait un petit peu la position des blancs, gagnerait la paire de fou, mais ça peut m'aider quand même dans certaines positions, par exemple pour jouer un cavalier E4. Donc je me décide pour fou B4. Fou B4, et je me dis à tout moment, je peux prendre en C3. Pourquoi pas? Alors, il pourra prendre du fou, du pion, mais pour le moment, j'avais envie de jouer quelque chose comme cavalier BD7, dame E7. Et je me dis, une fois que j'aurai fait ça, ça ira. Attention, il y a toujours mon fou C6 un peu vulnérable avec des cavaliers D4. De toute façon, je ne connais pas la position. Et là, alors que j'ai pris un petit peu de temps pour trouver les coups, mon adversaire doit être, je ne sais pas, à 1h15 et peut-être moi à 1h. Il me joue G4. Et là, je me dis, ça me fait suer parce que il m'attaque très fort avec des idées de G5 et du fou qui va travailler sur le pion G7. Il va enlever son cavalier vraisemblablement en E4. Et là, à quasi tempo, je joue petit roc avec une idée que j'estime très maligne. Sur G5, je vais pouvoir user de mon coup fou B4 précédent, fou prend C3. Et sur fou prend C3, réaction typique au centre avec cavalier E4. Mes pièces sont assez jolies, je pourrais amener le cavalier en D7. Certes, il aura un beau fou de case noire, mais ça va. Et pendant que mon adversaire réfléchit dans cette position, il a réfléchi quelques minutes, mais rien de grave, parce qu'il y avait déjà un écart au temps en ma défaveur, il a joué G5. Et pendant sa réflexion, je me suis dit, mince, sur fou prend C3, il ne va pas reprendre du fou, qui est le coup très naturel pour avoir un joli fou. Il va reprendre du pion. Et ce qui crée, c'est pas naturel, mais c'est une tactique, ça crée une double attaque. Alors oui, j'ai sur fou prend C3, pion prend C3, cavalier D7, mais c'est absolument dégueu au niveau de mes pièces, parce qu'on se retrouve, il va faire C4 pour ouvrir le fou, on est dans les rocs opposés. Maintenant que je viens de jouer petit roc, j'ai annoncé moi aussi le côté de mon roi, et on sait que dans les rocs opposés, c'est la course à l'attaque qui prime, et pas seulement le petit matériel d'avance, parce que là j'ai un demi-pion d'avance, puisqu'il a la paire de fous en échange, et je constate qu'il a déjà gagné la course. Donc c'est gravissime. Cavalier D5, ça donne pas plus envie que ça. Il y a toujours les histoires de C4. J'avais quand même calculé ici un petit peu. Cavalier F4. Alors je perds pas tout à fait. Je perds pas en un coup, mais ça va pas tenir. Dame E3, Dame E5. Non, mais on voit que c'est vraiment hyper. Hyper dur à jouer, c'est pas cohérent, ça va me faire des mauvais rocs opposés, non, j'ai pas envie. Donc, super. Le seul coup que j'ai joué à tempo, j'ai joué un coup, c'est vraiment mauvais, quoi, très clairement. Et là, je me dis, mais je suis pas frais dans cette position, je peux pas jouer fou prend C3. Ok, je joue cavalier D5, et je sais que déjà, je suis moins bien, parce que, évidemment, là, dans la position, il garde les pièces, mon adversaire, il joue cavalier E4. Et super. J'ai joué quelques coups d'ouverture, l'ouverture en plus que je vous conseillais, et ça s'est mal passé pour moi. Le gros regret que j'avais dans ma préparation, que j'ignore B3, c'est pas trop grave. En effet, je crois au système que je vous ai donné, je l'ai joué moi-même d'ailleurs, c'est une belle preuve. Et du coup, ce qui est stupide, c'est que je n'ai pas vérifié la seule variante critique. Dans la variante que je vous conseille sur B3 avec D5 et fou G4, il n'y a que F3 qui peut amener une position chaude. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je vérifie mon fichier, c'était dedans. Et du coup, c'était réglé. J'aurais sans doute joué l'ouverture beaucoup plus vite, beaucoup plus en confiance et aussi beaucoup mieux. Voilà, une simple vérif. Alors ok, c'est toujours facile après. Parce que quand on se prépare, des fois on regrette de ne pas avoir regardé le coup principal de l'adversaire, qu'il va vous jouer. Des fois vous dites « Ah mince, si je savais qu'il pouvait jouer cette petite ligne, j'aurais dû la vérifier. » Et en fait, il faut faire les deux. Vous regardez intensément ce qui doit se passer en priorité et vous ne laissez aucune sous-ligne au hasard. Vous devez avoir une petite idée sur toutes les sous-lignes potentielles. Particulièrement si vous savez qu'il y a une variante qu'on appelle la variante coup par coup avec de la bagarre, il faut l'avoir vérifié. Je ne l'ai pas fait, j'ai une belle excuse comme à chaque fois, c'est le fait que c'était une double ronde, donc j'ai eu beaucoup moins de temps pour me préparer. Je l'aurais mieux fait si ça avait été une partie à une seule ronde dans la journée. Maintenant, je dois m'adapter aux conditions. C'est de ma faute, mais c'est pas bien. Voilà. Urgence de la position ici avec les noirs, cavalier D7, le cavalier B doit bouger, tour G1, ça fait peur.
Tour G1, ça fait très peur. Il y a plein de magouilles avec cavalier F6 qui peuvent arriver parce que sur G prend, mon roi peut vite être ouvert. Je dis pas que ça gagne tout de suite, mais ça peut faire extrêmement mal. Je décide quand même de jouer dame E7 sur cavalier F6. C'est pas encore trop grave. Je peux à la fois prendre dans certains cas et aussi jouer roi H8. Pour l'instant, ça va. Pourquoi? Parce que sur cavalier F6, par exemple, roi H8, bon, déjà, je menage G prend F6 dans de meilleures conditions. Et sur un coup comme cavalier H5, j'avais encore le fou A3 de réserve. Ce qui était l'idée de mon dame E7, c'est que j'aimerais bien échanger ce fou B2, qui est la pièce la plus forte d'attaque pour les blancs. Et il a extrêmement bien joué, mon adversaire. Il a fait roi B1. Comme ça, il n'échange pas cette pièce. C'est un coup prophylactique. Son roi, en plus, est plus à l'abri. Et comme il fait un coup prophylactique, moi j'en ai fait un aussi, roi H8, pour éviter d'être sous le feu de la tour et éviter les cavaliers F6, ce thème-là, parce qu'il est difficile à calculer à chaque coup. Surtout que je commençais à pas être frais au temps. Je crois qu'il me reste 25 minutes ici. Vous savez qu'il n'y a pas de rajout de temps au 40e. Il faudra que je finisse la partie alors que je suis sous pression. J'étais pas très content. Même pas du tout. En plus, je me mets sous le feu quand même du fou. Ça fait jamais plaisir de jouer un coup comme ça. Jusque-là, mon adversaire, mis à part la petite erreur dame B5, dame E2 dans l'ouverture dont je n'ai pas profité, il fait une très bonne partie. Je trouve qu'il joue simple, il jouait rapidement, il est très inspiré dans la partie. C'est normal ce qu'il fait en termes d'attaque, mais c'est quand même vraiment sympa. Il n'a pas peur, il me fait mal. Et là, il va rater un petit peu peut-être le moment clé de cette partie. Il ne va pas jouer H4, qui était vraiment le coup dans la continuité de ce qu'il a proposé. Il a raté un petit quelque chose, il a fait C4 pour m'enlever le cavalier de son poste central, oubliant un petit quelque chose, cavalier F4, dame E3, c'est ce qu'il avait calculé, et il pensait finalement que sur un coup comme cavalier G6, il allait pouvoir faire H4, H5, et j'ai joué le très bon E5 ici. De toute façon, j'ai pas trop le choix, j'ai envie de garder mon cavalier F4 sur son joli poste. Il avait raté qu'il ne peut pas prendre E5 dans cette position parce que j'ai tout simplement cavalier prend E5 et son cavalier E4 va rester en l'air. C'est-à-dire que cavalier prend E5, il le fait pour une raison, c'est affaiblir mon cavalier F4 qu'il doit prendre dans la foulée. Et là, il aurait pu être presque gagnant parce qu'il a récupéré le matos et il a la grosse attaque. Mais j'ai cavalier G6 qui était la pointe défensive qui attaque la dame évidemment et le cavalier par transparence. C'est une découverte tout simplement, une attaque à la découverte. Donc mon adversaire ne peut pas faire ce cavalier prend E5, c'est interdit. Il s'en aperçoit, donc maintenant il envoie le coup H4. Il envoie le coup H4 et leur dit, cette fois-ci, depuis que mon adversaire m'a laissé faire E5 et cavalier F4, il commence à aimer les noirs. Et il joue des coups assez simplement, comme tour à D8, il travaille la position. Mais moi, j'avais quand même peur de cette position. Et j'avais envie d'éteindre un petit peu le feu de mon adversaire. J'ai proposé un petit échange malhonnête, puisque je propose d'échanger mon fou B4 qui faisait pas grand-chose contre le fou B2, qui est quand même la pièce maîtresse, puisque par transparence, il attaque toujours le roi. Même si je commence à réussir à le fermer, j'ai bien sûr l'idée de même boucler la position avec F6. Il fait fou à 1 et l'ordinateur conseille toujours tour à D8 en disant que fou à 3 c'était jouable mais pas plus que ça. Et là je suis très content, enfin je reviens un petit peu, je joue F6, je suis confiant et je me dis ouais c'est logique et je suis en train de prendre une option sur la partie, j'ai l'impression que j'ai éteint l'incendie. Au bout de quelques minutes de réflexion, j'ai 20 minutes, là à ce moment-là, j'ai joué un peu plus vite et mon adversaire commence à me rattraper, il doit avoir 30 minutes. En tout cas, je suis assez content, il me rattrape et je sens que ma position, elle va beaucoup mieux. Il me fait G prend et évidemment, je fais G prend F6 et il me dit j'ai plus de problème et je vais pouvoir même le contrer avec mes tours, tour G8. Non, là c'est bon, je devrais, comment dirais-je, là prendre une grosse option sur la partie. Et là, avec 20 minutes au temps, voilà, il me rattrape. Il me joue cavalier prend F6. Et là, franchement, je fais la gueule parce que, honnêtement, dans les parties, parfois, il va m'arriver de mal juger quelque chose. Mais normalement, je vois tous les coups épineux, on va dire. Et je les anticipe. Parfois, comme je le dis, mes réactions sont inadaptées, mais en tout cas, je les vois. Cavalier prend F6, pas vu. Et pourtant, systématique. C'est-à-dire que ce fou 1 que j'avais réussi à museler, il le réactive. Et là, ça fait suer. Là, ça me fait mal.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve en grande difficulté dans cette position parce que c'est très très dur à calculer. Est-ce que je dois prendre de la tour? Est-ce que je dois prendre du cavalier? J'accuse le coup et j'ai pas tant que ça de temps pour me décider. Ce qui est marrant ici, c'est que j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit tour prend F6, cavalier prend E5, ça c'est vraiment injouable. Le fou revit, il récupère 2 pions, donc il a sacrifié qu'un pion véritablement, puisqu'il y a une pièce contre 2 pions. Ici dans cette position, j'avais prévu de jouer cavalier prend E5 et je me suis dit après fou prend E5, je vais me faire avoir. À l'analyse, on a regardé cavalier G6, l'analyse sans ordinateur, fou C3 très joli. Et tour F8 et on se disait bon après H5 ça risque quand même d'être dur pour les noirs. Et en fait l'ordi tient cette position, il dit que c'est à peu près égal en jouant fou C5 pour essayer de fermer la diagonale du fou de case blanche, parce que là pour ne pas trop subir l'enfilade, il faudrait jouer D4 et dans ce cas-là le fou ne travaille plus non plus. Bref, c'est extrêmement compliqué, mais ça ne donne pas du tout envie aux noirs parce qu'on a un roi très faible et en plus le matériel ça risque de pas être bon. Et en fait je trouve une petite astuce dans cette position qui paraît catastrophique après cavalier prend F6, cavalier prend E5. Là honnêtement ça me faisait hyper peur, mais j'avais vu quelque chose parce que j'ai cavalier F4 d'attaquer. Ce cavalier là, si je l'enlève, je me fais mater en un coup avec cavalier F7 double échec et mat. Donc ça peut être vite dramatique. Et en plus mon adversaire a cavalier G4. Mais j'avais trouvé une astuce dans cette position. Je me dis, j'ai fou C5, un peu comme dans l'autre variante. Je menace dame et tour. Et si mon adversaire joue D4, ça y est, je ne subis plus la loi de son fou. Je ferme tout simplement son fou et ça devrait quand même tenir cette position. Ça m'a l'air un peu plus facile. J'avais même calculé des coups avec fou E4. Ça m'avait l'air hyper intéressant potentiellement. Sauf que mon adversaire, quand je réfléchissais pour lui, parce qu'il faut bien jouer un jour, quand vous commencez à être en pré-Zeinot, juste avant la crise de temps, il faut se dépêcher. Donc je me dépêche et lui, il réfléchissait. Et là, je me dis, mais attends, Kevin, si il fait dame prend F4, ce qu'il a joué, que je prends la tour, je ne suis pas tiré d'affaire. Pas du tout. Alors sur cavalier G4, ça va. Hein, j'avais des idées de dame E4 échec pour éteindre l'incendie et échanger les dames. Mais là, j'avais peur d'un coup qu'il a joué. C'est fou D3. Il me dit, mon petit Kevin, j'ai une tour de moins, mais je vais t'éclater. Regarde, je mets toutes les pièces en relation avec ton roi. On voit les faisceaux des pièces blanches. Cavalier G4 qui menace. Et là, à nouveau, je parlais encore tout seul en me disant que ça allait être hyper chaud. Et foutu pour foutu, au moins, je ne vais pas le laisser prendre le fou gratuitement. Je vais au moins le garder. Je vais garder ma tournette en plus. Et je vais essayer de me battre. Cavalier G4 joué, et là il faut que je trouve les coups, les seuls coups, parce que je suis quand même en énorme difficulté, et je joue tour à D8, la pièce qui ne joue pas, j'essaie de l'activer. Et évidemment, s'il fait fou prend F6, j'ai tour prend F6, et je vais me régaler du fou D3. Alors mon adversaire, il fait ce qu'il faut, et joue le très joli fou C2, et il conserve la pression dans la position. Malgré sa tour en moins, il a une pression incroyable, et je reste en grande difficulté dans cette position. Dans cette position, je vais craquer, mais sous la pression du temps. La position est juste extrêmement difficile en pratique. Je joue tour D6 pour essayer de défendre bec et ongle et pas perdre le matos. C'est ce qui peut me laisser en vie. Mais il joue bien avec tour F1. Et là, je suis au bord du gouffre. Avec la pression du temps, ici, je vais jouer des coups, je crois, à moi, je vais jouer même un coup à 1 seconde. Mais en tout cas, là, je crois que j'ai joué avec plus 5 secondes. On est tous les deux maintenant en Zeinot quand même, parce que lui, il a besoin d'être précis. Et je joue tour E6 avec une arnaque qui est tour E1. Bien sûr, s'il fait un coup comme roi B2, j'ai des fous A3, j'ai des dames B4, je peux même le mater. Mais il ne craque pas. Et il voit la très jolie suite. Cavalier prend F6. Et sur tour E1, il ne se laisse pas avoir avec tour prend E1, dame prend E1 et des chances de gain pour moi, parce que sur roi B2, j'avais vu fou A3 échec pour enlever son roi et liquider le fou A1, la pièce la plus dangereuse, tout en attaquant le cavalier F6. Là, dans ce cas-là, je vais revivre. C'était assez malin dans un Zeinot, mais ce n'est pas suffisant. Mon adversaire joue parfaitement et il me joue fou D1.
et je suis complètement foutu. À 1 seconde, je vais jouer tour prend F1, un peu de dépit dans ma partie, et là je me dis que je suis perdant après le vraisemblable cavalier G4, puisque sur cavalier G4, échec, hein, sur roi G8, je n'ai plus qu'à jouer, comment dirais-je, cavalier H6, échec et mat. Je suis complètement foutu dans cette position. S'il trouve cavalier G4, je perds tout. Je perds tout. Il y a plein de matchs, je ne vais pas montrer en détail, mais il aurait pu faire coup intermédiaire et l'emporter. Donc là, il a raté cavalier G4, c'est clair, mais il joue dame prend F1 et le menace reste quand même énormissime. À ce moment-là, je pense toujours être perdant. J'ai quelques secondes à la pendule, je dois avoir 35 secondes, 45 secondes, je ne peux pas vous dire exactement. Et je vais jouer à 5 secondes le seul coup pour éviter les découvertes. Je joue dame G7, qui est dans un sens pas très logique parce que je me mets face au fou à 1, mais en même temps, que jouer d'autre pour éviter les découvertes, je n'avais pas grand-chose. Et là, je commence à réfléchir sur le temps de mon adversaire et je me dis, mais en fait, je suis peut-être gagnant. Bah oui, parce que effectivement, c'est bizarre de mettre ma dame en face du fou adverse, mais en même temps, il ne peut plus enlever son cavalier parce qu'il est cloué. Et il ne peut plus enlever sa dame, sinon je vais pouvoir faire tour prend cavalier. Il va être obligé de rester au soutien en F4 ou en F5, et là j'aurai fou E7. Fou E7, et je me dis, mais je vais gagner cette partie, c'est quand même un beau coup de bol, mais ça se passe en quelques secondes. Et là mon adversaire s'apprête à jouer, et avec quelques secondes à la pendule, il me joue dame D3. Et je me dis, ah, dame D3, punaise, j'avais pas prévu. Qu'est-ce que je vais jouer? Donc tour prend F6, ça a l'air logique. Tour prend F6, il a dû voir dame D8. Je regarde dame D8 et je me dis, ah mince, il y a ma tour F6 en l'air, donc je peux pas jouer fou F8, il ferait fou prend F6. Et je me dis, bon, tour prend F6, dame D8, je peux peut-être ramener ma tour. Ah non, parce qu'il y a fou prend G7, échec. Et je me dis, mince, je croyais être gagnant, mais je suis complètement foutu. Et là encore, j'ai quelques secondes, et je crois que je vais jouer le coup désespéré, peut-être à 1, 2 secondes, 6 secondes, je sais plus, mais en tout cas, c'était assez incroyable. Je me pensais foutu, je pensais sortir la tête de l'eau, et à chaque fois, il trouve les coups. Alors, il n'a pas trouvé cavalier G4, mais là, il trouve dame D3, et là, dame G6, le coup un petit peu désespéré. Le coup par défaut, si vous voulez, le coup pour survivre, c'est ce qu'il faut toujours faire aux échecs, et dans le monde du sport, c'est un petit peu la même chose. Rester en vie dans le point, rester en vie dans la partie, c'est vraiment là plutôt les qualités de compétiteur que de joueur d'échecs. Dame G6 seul coup, et je m'attends à ce moment-là à cavalier D7. Bon, je pensais qu'il allait jouer cavalier D7 très clairement, je vais le montrer, ça va gagner du matos, je vais jouer alors roi G8, il va prendre ma dame, et dans ma tête, je ne savais pas s'il allait prendre le fou pour avoir les 2 pièces contre la tour, ou la tour pour jouer la finale, ici, 2 paires de fous avec un pion de plus, qui quand même... présente des chances de nul ici pour les noirs, parce que si on se retrouve à liquider les pions H et G, c'est un 4 contre 3 sur la mamelle. Vous savez que roi fou contre roi, c'est une position morte. Roi de fou contre roi fou, c'est aussi une position qui va faire match nul. Donc les noirs tenteront de liquider les derniers pions restants, et j'ai de fortes chances de nul dans ce cas-là. Donc ce qui m'inquiétait de loin, c'était cavalier prend C5, mais je n'étais pas du tout sûr de l'évaluation de cette position à cause de B6. Et je me disais, peut-être qu'il va jouer dans ces positions-là cavalier E6 ou cavalier D3, et il peut y avoir des thèmes avec tour F1. Donc oui, je calculais ça, cavalier E6, tour F1, roi C2 et fou E4. Je me disais, c'est quand même hyper chaud parce que sur D3, il y a fou prend D3. Il y a aussi roi D2. Mais je me disais, j'ai quand même des chances, et j'ai pas autant de temps que je le fais là. Mon adversaire, lui aussi, joue avec le rajout de temps, c'est-à-dire qu'il joue à quelques secondes et récupère 30 secondes à chaque coup. C'est la cadence Fischer. Et du coup, il n'a pas le temps de calculer tout ça proprement.
Et là, incroyable, il me fait un autre coup que cavalier D7, il me fait cavalier prend Hachette et je tombe de ma chaise parce que je ne comprends pas du tout ce coup-là. C'est-à-dire que je ne l'avais pas vu et s'il me le joue, c'est que je dois être perdant parce que il fait échec à la découverte, il attaque ma tour, il attaque la dame. Cependant, je vois quand même pas ce qu'il a vu sur roi prend Hachette et de toute façon, j'ai quelques secondes, donc je joue roi prend Hachette et je me dis qu'est-ce qui va m'arriver. Et sur roi prend Hachette, je me dis de plus en plus, je vois pas du tout ce qu'il a vu mon adversaire. Je regarde quand même et là je vois qu'il se décompose. Il vient de faire une partie d'attaque de très haute qualité. Je pense qu'il a joué un seul véritablement mauvais coup dans cette partie. Bon, aussi il y a eu le début d'ouverture où il a quand même pas été souverain, ça c'est clair. Mais après dans la partie d'attaque, le jeu d'attaque et tout ça, il a été énorme. Il s'est juste trompé dans la partie avec le coup C4 et il aurait dû m'envoyer l'attaque. Ça il s'est trompé, mais sinon il a fait une partie qui était de mon point de vue meilleure que la mienne. J'ai eu le mérite de m'accrocher dans une position difficile, ce qui n'est jamais facile à faire, surtout quand on joue un plus faible, entre guillemets, sur le papier et qu'on prend cher, comme ça a été mon cas dans cette partie. Ça fait suer, quoi. C'est pas ce qu'on avait prévu, entre guillemets. Faut quand même s'accrocher. Mais là, autant contre Laurent Maquet dans la première ronde, j'étais déçu parce que j'estimais que ça aurait pas dû m'arriver, que c'était pas de bol entre guillemets, même si j'avais complètement ma part de responsabilité, j'estimais que j'avais pas eu tant que ça de réussite. Mais là, j'ai un bol inouï. Là, ça fait plus que rembourser ma première ronde. Là, j'ai de la chance. Alexander Pak, vraiment, il ne méritait pas ce qui lui arrive. Alors oui, c'est lui qui fait cavalier prend Hachette, donc il déconne, mais il avait quand même fait une super partie. Et là, il a un oubli incroyable. Il s'est tout simplement dit qu'avec cavalier prend Hachette, c'était abandon, que je n'avais pas le droit de faire roi prend Hachette. Il a oublié ce coup-là. Évidemment, quand on voit cette position, on se dit c'est évident. Lui, à 2200, et sans doute un potentiel d'aller plus haut, c'est une évidence. Mais sur le moment, avec la pression du Zeinot et tout ce qui s'est passé, c'était vraiment ultra compliqué de jouer cette position-là en une minute avec du rajout. Bon, ok, chance incroyable pour moi. Et je me retrouve avec roi prend Hachette et son abandon à 2,5 sur 3. Mais qu'est-ce que j'ai souffert pour en arriver là. Je suis bien content que ce match se finisse. Et je vous dis tout dans la conclusion de cette vidéo de la ronde 3 du Cap d'Agde. Voilà, n'oubliez pas en tout cas d'aller prendre le cadeau pour ceux que ça intéresse, d'avoir toutes les billes sur le premier coup B3, le début Larsen, que vous pouvez reproduire aussi d'ailleurs sur Laurent Houtan. Allez, on conclut cette vidéo tout de suite. J'ai donc joué deux adversaires de l'échiquier du Petit Co dans la même journée, club de Normandie. Et si la première partie contre Lucas Desrégnocourt s'était très très bien passé, contre Alexander Pak, ça a été une souffrance incroyable. Vous voyez que les notes des deux joueurs, les notes chess.com sont extrêmement sévères. Je trouve que les noirs, donc moi-même, j'aurais dû avoir une moins bonne note que mon adversaire. Sa grosse gaffe de fin abaisse sensiblement sa note. On n'est plus dans les sphères au-dessus de 90. On a, comme d'habitude, quand j'ai une mauvaise note et mon adversaire c'est pareil, une bonne excuse. La bonne excuse, c'est que la partie était extrêmement compliquée, vraiment une partie romantique, une partie de l'ancien temps qui a commencé avec B3 et après on s'est quand même bien foutu sur la tronche et c'est surtout mon adversaire d'ailleurs qui m'a attaqué et moi j'ai essayé de rétorquer mais ça a été difficile jusqu'au bout et franchement je trouve que je mérite pas du tout de l'emporter. Ça a été une véritable souffrance. Par contre, c'est hyper intéressant pour la suite parce que je me replace à 2,5 sur 3. J'ai plein de confiance et en plus, je me dis que j'ai vraiment retrouvé les sensations. Même si tout n'était pas parfait, je me sens hyper bien pour attaquer le tournoi. Et maintenant, je sais que jusqu'au bout, il n'y aura plus qu'une ronde par jour.
Donc c'est hyper encourageant pour la suite. Si j'entamais le tournoi vraiment très discrètement, là je me sens chaud pour la suite et j'espère que ça va bien tourner. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine ronde, la ronde 4, où je vais être opposé à 2,5 sur 3, sans doute contre un gros client du tournoi du Cap d'Agde 2023. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échecs et n'hésitez pas d'ici là à prendre votre cadeau, ça vous fera une avancée théorique importante sur le sujet B3. Salut, bye bye.